Bonjour, donc toujours la suite des kits 72 heures de survie en fonction des différents gouvernements. Et évidemment, aujourd'hui, on va étudier ce qui se fait aux États-Unis. Alors, les États-Unis, tout le monde sait que c'est évidemment le pays des preppers, donc des survivalistes. On va voir un peu ce qu'ils ont de particulier. Donc, ils ont un site qui est dédié justement au kit de survie, et on peut s'apercevoir en fait qu'il est en plusieurs langues et vous pouvez même le trouver en français. Donc ce qui est un peu normal finalement, parce que finalement il y a quand même des francophones aux États-Unis, surtout dans la partie sud, et donc vous allez pouvoir avoir vraiment en français, vous voyez, préparer une trousse d'urgence, et avec tout un tas d'informations, une liste des fournitures qui est fournie en fichier PDF. On va voir ça dans la suite de la vidéo. Vous avez le kit de fourniture de base en cas de catastrophe. Voilà, il parle de l'eau, de la nourriture, bon, des choses un peu classiques. On verra qu'il y a aussi des bâches en plastique et rubans adhésifs. Et puis, bon, d'autres informations. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est voilà, le site officiel du gouvernement, ready.gov, et c'est en français. Donc ça va être beaucoup plus facile. Mais avant, je voudrais faire un petit retour sur la précédente vidéo où j'avais parlé du chapeau résistant au feu pour tremblement de terre. Donc c'est ça, c'est la capuche d'urgence qu'ils ont au Japon. Vous voyez, vous pouvez chercher ça dans Google et vous allez trouver. Bon, c'est pas de l'affiliation, mais c'est juste pour vous montrer le truc. J'ai trouvé ça assez amusant. Et puis aussi, pendant que j'y suis, je viens de lancer, enfin, ça fait longtemps qu'elle est lancée, à vrai dire, mais je vais relancer le compte Instagram qui est lié à cette chaîne, donc Voyage Découverte. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir, il y a absolument 0 follower. Donc, commencez à follower ce compte Instagram. Et à ce moment-là, je publierai un peu plus de choses. Vous voyez. Moi, j'aime bien tout ce qui est la forêt, la voile. Bon, ça, c'est un peu particulier. Fontainebleau aussi. Là, c'est des escargots qui sont sur un tronc d'arbre. Là, c'est une maquette, en fait, de Rome. D'autres photos, mais je vais publier plus de choses, peut-être plus sur la survie. Donc voilà, venez nombreux. Alors, vous avez l'alimentation. Donc l'alimentation, toujours pareil, c'est en français. Vous avez tout un tas de langues. Donc une réserve de plusieurs jours d'aliments non périssables. Et donc il faut choisir les aliments. Donc n'oubliez pas les besoins diététiques particuliers. Ce qui est particulièrement important, c'est aussi de bien tenir compte des apports nutritifs. Alors évidemment pas pour 3 jours, mais si ça commence à être pour plusieurs semaines, c'est vraiment important de regarder le nombre de protéines, de glucides, de lipides et faire ce genre de travail-là. Et imaginez ce que vous pouvez avoir comme compléments qui peuvent par nature, qui ne peuvent pas se stocker. Je sais pas, la salade par exemple, c'est pas possible de les stocker. Donc éventuellement, qu'est-ce que vous prévoyez comme rechange? Éventuellement, faire des plantes germées ou ce genre de choses-là. Donc viande en conserve, voilà. Le beurre de cacahuète, ça c'est très énergétique, c'est très intéressant comme sujet. Bon, ensuite vous avez tout un tas de choses. Je vous laisse aller voir de toute façon le site, c'est en français, donc c'est intéressant à voir. Au niveau de l'eau, donc évidemment il traite de l'eau, c'est quand même un sujet très important. Donc il faut déterminer les besoins en eau. Je sais pas qui est, enfin s'il y a un commentaire sur il faut stocker de l'eau déshydratée, ça se conserve mieux. Et, alors le traitement de l'eau, alors ce qui est assez marrant, c'est qu'ils ont oublié un truc, c'est-à-dire que il y a bouillir, ça tue les microbes et ça élimine les autres contaminants. Non, ça ne les élimine pas quand on bout l'eau. La chloration, ça tue les microbes, mais ça n'élimine pas les autres contaminants. Et puis la distillation.
Donc oui, mais il y a un autre procédé, c'est le filtrage, hein. Il y a d'autres chaînes YouTube qui en parlent. Comment filtrer de l'eau à travers du sable plus ou moins grossier, plus ou moins fin, à travers aussi un étage en charbon, de manière à pouvoir récupérer tous les contaminants. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être intéressantes et complémentaires. Et donc, et puis la chloration, bah, c'est typiquement ce que vous avez dans les. Alors, ça se trouve dans les boîtes de survie de l'armée française, hein. Vous avez des pastilles, des petites pastilles qui permettent de chlorer 1 litre, 1 litre et demi d'eau à peu près. Mais bon, c'est quand même à utiliser avec parcimonie parce que ça sent quand même bien le chlore, quoi. Donc voilà, c'est le genre de choses, il faut l'utiliser en mettant donc un cachet dans l'eau et puis, enfin, selon ce qui est indiqué sur le papier, hein. Mais il faut laisser aérer, enfin, au bout d'une demi-heure, quand les microbes ont été tués, les virus, tout ça, il faut laisser aérer histoire que tous ces produits s'en aillent. Mais ça garde quand même un goût de chlore. Donc, c'est pas sublime, mais voilà, l'eau, ça peut être terrible en fait, hein. Surtout si vous habitez dans des pays chauds, l'eau, ça peut vraiment être un très très gros problème. Donc, voilà, il faut essayer ça avant. Voilà, c'est l'hypochlorite de sodium. Euh, mais il ne faut pas consommer ça sur le long terme. Il y avait une autre chaîne qui en parlait sur justement à propos de la filtration, des moyens comme ça d'assainir l'eau. C'est pas une bonne idée ce genre de choses-là sur le long terme parce que bah, nécessairement pour la flore intestinale, c'est pas l'idéal, quoi. Donc il parle aussi de eau de javel ordinaire, oui, enfin bon. Ok, ensuite vous avez les abris, donc ça c'est intéressant, donc mise en abri, etc. Et surtout, il parle de quelque chose qui est très utile, c'est l'abri dans une pièce. Donc l'abri dans une pièce, sceller toutes les fenêtres, portes et bouches d'aération avec des feuilles de plastique épaisses et du ruban adhésif en toile. Donc en gros, l'idée c'est d'avoir des rouleaux de duct tape et puis d'avoir des rouleaux ou voilà, du papier, des feuilles de plastique très souples évidemment, que vous allez pouvoir mettre devant les portes, devant les fenêtres. Et ce que vous pouvez même faire, vous pouvez improviser un espèce de petit sas à l'entrée, hein. Donc vous avez la porte, hein, par exemple, et puis vous entourez la porte avec ce plastique, du plafond vers le plancher. Donc vous avez comme ça la porte et puis trois faces en plastique, hein, de manière à créer un espace en fait d'isolement avec l'extérieur. Parce que, et l'idéal aussi, c'est vraiment de mettre sur les quatre bords en fait de la porte, des ouvertures, de mettre du papier d'isolant, des choses comme ça, de manière à ce que bah, les contaminants externes, alors ça peut être soit des virus, des bactéries, enfin des virus, des microbes, ou bien même des contaminations radiologiques, et ben, soient arrêtés par ça et que ça reste à l'extérieur. Voilà, c'est un peu l'idée. Voilà. Donc ça peut être un peu amélioré en fait ce truc. Donc effectivement, penser à mesurer et couper la bâche à l'avance, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Il faut peut-être même avoir prévu des supports pour que ça puisse être scotché rapidement, hein. Mais je pense que c'est vraiment une très très bonne chose. Il y a aussi quelque chose qui est important, c'est de vérifier les courants d'air. Alors, je sais bien que ça peut paraître un peu fou, mais l'idée c'est que quand vous avez de la ventilation, bon, idéalement vous avez de la ventilation mécanique et elle va aspirer l'air des pièces et les rejeter vers l'extérieur. Mais pour faire cette aspiration, il faut bien que l'air il vienne de quelque part. Donc généralement, il va passer à travers les portes. Donc l'air va passer dans la cage d'escalier, va passer sous les portes, hein, et puis après va rejoindre l'aération. Mais
entre le moment où il passe par la porte et le moment où il rejoint l'aération, bah, ça a le temps de contaminer le local avec voilà, des contaminants. Donc l'idée, c'est vraiment d'éviter tout courant d'air, absolument tout courant d'air, entre la porte de l'escalier ou la porte de l'extérieur et vous-même. Ça, c'est vraiment important. Euh, Si on est dans le cas d'une pandémie, par exemple, à ce moment-là, vous pouvez très bien ouvrir les fenêtres. Bon, il ne faut pas que nécessairement que vous ayez quelqu'un qui fait la même chose au-dessus de chez vous, mais voilà, l'idée, ça peut être ça. Euh, donc voilà, c'est ce que vous pouvez mettre. Voilà, ils expliquent hein, comment bâcher les portes. Je trouve que c'est assez bien fait, hein. C'est vraiment assez sérieux. Et ils expliquent. Et si vous voulez, l'avantage de cette explication faite par les Américains, c'est qu'on comprend en lisant ça finalement que bâcher une entrée d'un domicile, c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui est vraiment important. Ça a du sens, hein. Donc voilà, c'est pas à négliger ou à traiter ça comme vraiment n'importe quoi. Ok, les compétences relatives à la sécurité. Donc ça aussi c'est important, mine de rien. Administrer les premiers soins et la réanimation cardio-pulmonaire. Apprenez à vous servir d'un extincteur. Ça paraît bête comme ça, mais c'est vrai, un extincteur, on s'en sert pas tous les jours, hein. Je veux dire, comment savoir couper les services publics. Donc en l'occurrence, c'est comment couper le gaz naturel. Alors à mon avis, ils ont mis ça parce que les Américains, ils sont quand même dans des grands espaces. Donc il n'y a pas nécessairement quelqu'un du service public qui est là pour une intervention directe sur l'infrastructure. Donc c'est pour ça qu'ils expliquent qu'il faut avoir une clé particulière voilà, pour couper le gaz, l'eau, l'électricité. Donc c'est quand même quelque chose d'assez particulier aux États-Unis. On ne trouve pas ce genre de choses-là en Europe. Vous avez les éléments à envisager à ajouter à un kit d'approvisionnement d'urgence, donc les médicaments, les formules pour nourrissons, okay, la nourriture, les animaux de compagnie, documents de famille, etc., les espèces et monnaies, matériel de référence d'urgence, ok, un livret premier secours. Ça peut être utile d'avoir des livrets sur certains sujets, mais plastifiés, de manière à ce que dans l'urgence, précisément, bah, le truc soit pas déchiré, abîmé ou sali et qu'il puisse être inutilisable. Ah oui, il y a un point aussi qui est vraiment particulièrement important, et vraiment tout le monde devrait avoir ça chez soi, c'est un sac de couchage. Euh, et je dirais, et une couverture chaude pour chaque personne. Pourquoi? Parce que le sac de couchage, ben, c'est simple, hein, vous pouvez avoir une interruption de chauffage, donc plus d'électricité, par exemple, plus de chauffage, et là, bah, il fait froid. Donc comme il fait froid, il faut bah, vous protéger, et donc même en intérieur, un sac de couchage, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Vous pouvez en trouver dans les surplus militaires à pas cher, hein, genre quelques dizaines d'euros ou entre 20 et 50 euros. Vraiment, il y a des trucs vraiment pas chers qui existent et qui le font, quoi. Je veux dire, parce qu'il s'agit de coucher chez vous, pas en Sibérie à moins 40 degrés. Euh, une couverture chaude en laine. En laine, ouais, ça c'est important parce que, bon, quand vous n'êtes pas dans le couchage, vous pouvez avoir froid. Et bah, les couvertures, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très très pratique. Et c'est même pratique en été en fait. Ok, changement complet des vêtements, un change, ouais. Euh, chemise à manches, etc. Ça, c'est un peu ce que j'ai expliqué dans d'autres vidéos de critiques et de flops de matériel. Le problème du matériel, disons moderne, mais enfin, c'est pas vraiment le mot moderne parce qu'il y a du moderne depuis 50 ans, donc c'est pas vraiment moderne, mais c'est vraiment la trop légèreté du truc. Dire, euh, il faut vraiment, vraiment faire attention, d'une part, à la solidité du matériel. Ça, c'est vraiment important. Enfin, je veux dire, c'est primordial parce que quand vous êtes en situation de crise, il y a du stress,
il y a une augmentation des risques d'abîmer tout ce que vous touchez, parce que vous êtes stressé, donc vous allez mal le manipuler. Et donc, c'est vraiment important d'avoir des trucs qui soient absolument solides. Donc, si vous achetez des vêtements, par exemple, qui sont trop fins et qui s'abîment très vite, parce que dans une situation de stress, vous allez tirer sur le vêtement, c'est franchement pas une bonne idée. Il vaut mieux avoir un truc peut-être un peu moins performant, un peu moins à la pointe de la technique, mais qui soit solide, résistant, parce que vous allez être stressé. Extincteur d'incendie, ok. Allumette, ok. Allumette aussi étanche, hein, c'est-à-dire que même si vous les mettez sous l'eau, elle marche quand même. Hein. Ok, pour les femmes, trousse, ok, gobelet, papier crayon, livre, ok, ouais. Donc voilà. L'eau dorée non périssable pendant plusieurs jours. Batterie ou chargeur de téléphone portable supplémentaire. Plus qu'une batterie, je veux dire, quand on estime le risque, on estime qu'il y a une coupure d'approvisionnement en électricité. Donc, vous devez avoir un moyen autonome de produire cette électricité. Je veux dire, on ne peut pas sortir de là, même si ça fait peur de le dire. Si vous êtes un indépendant, par exemple, un freelance, n'importe quel sujet, vous avez un besoin vital d'électricité, ça vaut peut-être le coup d'investir dans un générateur autonome d'électricité, de panneaux solaires, éventuellement éoliennes aussi. Et les piles sont préférables aux batteries. Les batteries, on oublie toujours de les recharger. Les piles, ça peut durer très très longtemps. Ça peut durer. Moi, j'ai une lampe qui fonctionne à pile. Bon, j'ai jamais pensé à la changer, mais c'est des piles qui datent d'il y a 15 ou 20 ans. Et ça marche, bon, beaucoup moins bien, mais ça marche toujours un peu, vous voyez. Les piles, ça a cet avantage de pouvoir vraiment durer dans le temps. C'est-à-dire, au bout de 10 ans, vos piles, elles sont quand même, si elles sont stockées dans des bonnes conditions, elles sont quand même bien. Alors que les batteries, faut penser à les charger et il faut avoir de quoi les charger. Trousse, ok, sifflet, masque anti-poussière, ça c'est important, ouais. Bâche en plastique, lingette humide, ouais. Sac poubelle. Sac poubelle, c'est important, ouais, les sacs poubelles. Parce que ça peut permettre de faire pas mal de choses. Même des fois, ils vendent des sacs en fait qui sont spécialement solides. Par exemple, pour mettre les gravats ou les restes de travaux, etc. Ça, c'est un très très bon plan parce que ça vaut pas cher et c'est ultra solide. Donc ça vaut vraiment le coup. Il y a aussi quelque chose qui est vraiment très pratique. Bon, là c'est plus pour l'aspect camping, on va dire, mais voilà, c'est un matériau qu'on appelle le Tyvek. C'est pas moi qui l'ai découvert, hein, j'ai trouvé ça sur une autre chaîne YouTube, le Tyvek, et c'est vrai que c'est pas mal, c'est solide hein, pour mettre sous la tente. Clé ou pince anti-étincelle pour éteindre les utilitaires. Alors les utilitaires, en fait, c'est les utilities, en fait, c'est le gaz, l'eau, l'électricité. C'est ce dont on a parlé tout à l'heure, les trucs de gouvernement. L'ouvre-boîte. L'ouvre-boîte, parce que ouais, en 2025, il y a encore des conserves où il n'y a pas une languette pour tirer dessus. Et puis, dans le pire des cas, vous pouvez, dans le stress, toujours pareil, casser la languette. Là, vous êtes mal. Donc, à moins d'attaquer la boîte de cassoulet au marteau au burin, l'ouvre-boîte, ça peut être utile. Les cartes locales, bon, ça, il y a beaucoup à dire hein, sur les cartes, l'orientation, il y a vraiment énormément de choses à dire. La sécurité en voiture, bah oui, parce que les États-Unis, donc ça peut être aussi intéressant, parce que si vous voulez, les États-Unis ont nécessairement eu besoin de réfléchir au sujet de la voiture. Je veux dire, les États-Unis, c'est un pays qui est extrêmement grand, avec très peu de densité de population. Donc, la voiture, c'est vraiment un élément beaucoup plus indispensable que dans un pays européen, par exemple, où la densité de population est très importante. Donc, vous avez le kit d'urgence pour la voiture, voilà, avec bon, ce qui est spécifique voiture. Hein, je ne vais pas m'attarder là-dessus. À la limite, vous allez voir ça.
Les voitures pour les urgences, antigel, batterie, etc. Frein, voilà. Conseil de sécurité pour la voiture. Bon, voilà. C'est surtout ça. Donc ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil là-dessus. Je voudrais quand même rappeler un truc que je pense qu'on n'insiste pas assez sur ce sujet-là, mais qui est pour moi vraiment très important. C'est qu'il n'y a pas de survie si on n'est pas physiquement préparé à la survie. Et donc, c'est pour ça que je pense que ça fait vraiment partie du truc. Il faut nécessairement que vous ayez un entraînement physique à un moment donné. Ça veut dire que si vous n'êtes pas très fort, il faut que vous vous muscliez. Si vous avez du mal avec l'endurance, faut marcher, il faut faire des marches. Éventuellement, il faut faire des marches en mettant des poids dans un sac à dos ou faisant de la marche nordique avec des bâtons. Et ça, c'est des exercices. La musculation, vous pouvez le faire facilement 3 fois par semaine. Les marches comme ça, vraiment très sévères, ça peut se faire une fois tous les mois ou tous les 3 semaines. Mais vous avez besoin de ça. Et même si vous ne faites pas de la marche avec des charges lourdes, je pense à 10 kilos par exemple, hein, ça commence déjà à être pas mal. Donc chargez-vous avec 10 kilos et puis voilà, vous faites ça. Même si vous le faites une fois toutes les 3 semaines ou tous les mois, moi j'ai remarqué, hein, au bout de quelques mois, on commence vraiment à prendre l'habitude et puis à augmenter en force. C'est-à-dire, même si on ne fait pas ça tous les jours, le simple fait de faire, disons, une dizaine de fois ça dans l'année, hein, même un peu plus, mine de rien, ça muscle quand même, ça prépare le corps. Donc le jour où vous avez besoin de porter quelque chose de lourd, d'être dans une situation de stress, au moins vous pouvez faire quelque chose. Parce que sinon, la situation de stress, c'est quelque chose qui épuise énormément. Et donc, ça va vraiment rajouter un autre problème si vous n'êtes pas en condition physique pour la survie. Et je dirais même en condition physique pour la survie, même chez vous. Parce que le stress, vous l'avez chez vous et vous pouvez avoir besoin justement de porter des trucs, de faire des activités qui vont durer longtemps. Par exemple, je ne sais pas, générer l'électricité. Si vous n'avez pas un générateur, pas de soleil, pas de vent, soit vous tournez la manivelle à la main, soit vous avez fait un petit montage avec le vélo et vous faites 1 heure ou 2 de vélo par jour et ça vous permet de générer votre électricité. Voilà. Et donc, vous voyez, il faut quand même quelque part, c'est juste des exemples comme ça, éventuellement loufoques, mais je veux dire, il faut nécessairement avoir une condition physique. Si vous n'êtes pas en condition physique au moment du problème, dommage. Non, mais vraiment dommage, quoi. C'est pour ça il faut être prêt. C'est pour ça que les militaires se préparent, hein. C'est pour ça qu'ils ont des entraînements qui sont difficiles, qui durent très longtemps, etc. C'est parce que quand vous êtes soumis au stress, même si vous êtes quelqu'un de musclé, de sportif, etc., eh bien le stress, ça diminue quand même votre condition physique. Donc vous avez besoin de l'entretenir. Et un civil qui n'est pas spécialement sportif, raison de plus. Et puis raison de plus, par exemple, en fonction de votre âge. D'ailleurs, plus vous avancez en âge, peut-être plus ça devient difficile. Alors à ce moment-là, il faut faire attention pendant les exercices, mais c'est important. Donc si vous voulez, pour moi, le kit de 72 heures, c'est juste ça, mais après, il y a l'environnement qu'il faut vraiment étudier, qui est important. Et bon, je ne vais pas continuer trop longtemps sur le sujet parce que ça sort vraiment trop du cadre du kit 72 heures, mais je pense, voilà, c'est intéressant. En tout cas, vous pouvez aller voir, donc je rappelle, hein, le site du gouvernement, donc qui s'appelle www.ready.gov/fr, bon là, /car, hein, par exemple, hein. Donc vous pouvez voir ce genre de choses-là. Et puis vous pouvez naviguer et c'est en français. Ça tombe bien. Voilà, écoutez, je vous remercie et puis à la prochaine.